l'aube s'insinuait sur Paris comme un murmure las, effleurant de sa lumière pâle la silhouette des toits haussmanniens tandis que Nicolas Lefebvre sortait péniblement du taxi. Sa chemise était froissée, sa cravate à moitié dénouée, et la subtile fragrance du parfum de Chloé s'accrochait encore à son col, une senteur douce et sucrée qui n'avait pas sa place dans le foyer d'un homme marié. Il se massa les tempes, encore étourdi par le grand cru dégusté dans la suite du Bristol, se répétant qu'il méritait bien une nuit d'évasion, une seule. Sandrine ne saurait jamais. Elle ne savait jamais rien. Il passa sa carte magnétique dans la serrure et pénétra dans le silence de l'appartement de luxe aux murs de verre, surplombant le jardin du Luxembourg. D'habitude, il entendait le faible bourdonnement du vieux MacBook Air de Sandrine ou les pas feutrés de son fils de 8 ans, Léo, se faufilant dans la cuisine pour des tartines. Mais ce matin, le silence pesait sur lui comme une chape de plomb. « Sandrine » appela-t-il en retirant ses chaussures d'un coup de pied. Aucune réponse. Quelque chose n'allait pas. L'air n'était pas seulement calme, il était creux, vidé de toute substance. Il entra dans la cuisine, s'attendant à trouver Sandrine à moitié endormie, sa tasse de café au lait tiède à la main. Au lieu de cela, les lumières étaient allumées. Une unique lumière au-dessus du comptoir en marbre brillait comme un spot d'interrogatoire. Et là, posée avec soin au centre du comptoir, se trouvait une feuille de papier blanc. Au début, il n'y prêta pas attention. Il chercha un verre d'eau, essayant d'apaiser la sécheresse de sa gorge. Puis son regard fut attiré par le titre, écrit d'une main soignée mais tremblante qu'il ne connaissait que trop bien, « Ce que ton fils ne te pardonnera jamais ». Il se figea. Il n'y avait ni signature, ni explication, juste ce titre. Lourd, froid, impitoyable. Le cœur de Nicolas rata un battement. Il saisit la feuille, s'attendant à une sorte de menace dramatique de la part de Sandrine. Il trouva bien pire. Une liste. Une liste rédigée du point de vue de son propre fils. « Tu as manqué mon spectacle de l'école. Tu m'as dit que tu viendrais à mon match, mais tu n'es jamais venu. Tu as encore fait pleurer maman. Tu as dit que le travail était plus important. Tu as oublié mon dîner d'anniversaire. Tu avais promis de lire avec moi, mais tu étais sur ton téléphone. Tu as choisi quelqu'un d'autre à notre place. » Les lettres se brouillèrent alors que sa vision se rétrécissait. Il s'effondra sur une chaise, sentant le poids de chaque phrase comme un coup de poing dans la poitrine. Ce n'étaient pas les accusations de Sandrine. C'étaient les souvenirs de Léo gravés sur le papier avec une clarté effrayante. Pour la première fois depuis des années, Nicolas ressentit la peur. Une peur véritable. Celle qui s'insinue dans vos poumons et y reste. Où était-il? Il se précipita vers les chambres vides. Les placards à moitié vides. L'ours en peluche préféré de Léo avait disparu. Sandrine n'avait pas laissé de mots. Elle n'en avait pas eu besoin. La liste était le mot. Et alors que Nicolas se tenait seul dans la lumière froide du matin, agrippant le papier de ses mains tremblantes, il réalisa quelque chose d'horrible. Sandrine ne menaçait pas de partir. Elle était déjà partie, et elle avait emmené Léo avec elle. Mais le véritable choc l'attendait au dos de la page, quelque chose que Nicolas n'avait pas encore remarqué. Sandrine Dubois avait toujours été le genre de femme que les gens décrivaient comme douce, celle qui s'excusait quand quelqu'un d'autre la bousculait. Le genre de femme qui faisait de la place pour tout le monde sauf pour elle-même. Née et élevée dans un petit village en Touraine, elle avait grandi en croyant que l'amour signifiait la patience, le sacrifice et une volonté silencieuse d'endurer. Quand elle avait rencontré Nicolas, alors qu'il n'était qu'un stagiaire en finance fatigué avec des rêves plus grands que son portefeuille, elle pensait avoir trouvé un partenaire qui valorisait les mêmes choses. Ils s'étaient mariés jeunes, loin du mariage parisien glamour que les gens attendaient d'eux des années plus tard, mais lors d'une simple cérémonie derrière une vieille église avec des chaises pliantes et des lampions en papier. Sandrine portait une robe empruntée. Nicolas portait un costume qui ne lui allait pas tout à fait, et tous deux croyaient entrer dans un avenir bâti sur l'amour et le travail d'équipe. Mais la vie à Paris avait une façon de remodeler les gens. Quand Nicolas rejoignit une grande société d'investissement à la Défense, tout changea. Leur appartement devint plus grand, leur dîner plus chic, leur cercle d'amis plus riche. Sandrine essaya de suivre, mais elle se sentait toujours comme une visiteuse dans sa propre vie, entourée de sacs de créateurs et de boutiques de l'avenue Montaigne dans lesquelles elle n'entrait jamais. Elle troqua son poste d'enseignante contre la maternité, croyant que c'était la meilleure chose qu'elle pouvait faire pour Léo. Elle adorait être mère. Pourtant,
derrière chaque sourire se cachait une petite douleur. La douleur de disparaître, petit à petit. Nicolas commença à travailler plus tard, à voyager davantage, rentrant à la maison avec des histoires qui ne correspondaient pas tout à fait aux emails qu'elle apercevait parfois sur son MacBook Pro quand il oubliait de le fermer. Sandrine ne l'accusa pas. Elle se persuada qu'elle était paranoïaque. Elle lisait des livres de développement personnel sur sa liseuse, essayant de se réparer avant d'oser questionner son mari. Parce que c'était Sandrine, toujours en train de se réparer en premier. Mais les fissures s'approfondirent. Léo commença à demander « Pourquoi papa rate toujours mes matchs ?» Sandrine essayait de combler le vide, assistant à chaque événement avec son téléphone prêt à enregistrer pour que Nicolas puisse regarder plus tard. Il le faisait rarement. Chaque promesse non tenue sculptait une nouvelle version, plus petite, de Sandrine. Une qui marchait sur la pointe des pieds autour des humeurs de Nicolas, qui restait silencieuse quand il rentrait à la maison, sentant le vin coûteux, qui prétendait ne pas voir les traces de rouge à lèvres sur les reçus qu'il oubliait dans ses poches. La nuit avant qu'elle n'écrive la liste, la nuit où Nicolas était au Bristol avec Chloé, Sandrine était assise seule au comptoir de la cuisine, regardant Léo dormir sur le canapé parce qu'il était resté éveillé à attendre son père. Quelque chose en elle se brisa d'une manière qu'elle ne pouvait réparer. Elle se murmura enfin, « Je ne peux pas apprendre à mon fils que c'est ça, l'amour. » Ce n'est pas la colère qui poussa Sandrine à agir. Ce n'est pas la vengeance. C'était le chagrin. Un chagrin profond et silencieux pour la femme qu'elle avait été l'enseignante aux yeux brillants, la jeune épouse pleine d'espoir. Et encore plus profond que cela, c'était son amour pour Léo, qui méritait un père qui ne le traitait pas comme une nuisance ou une pensée après coup. Alors, elle écrivit la liste. Chaque ligne venait d'un souvenir réel. Des moments dont elle avait été témoin, des moments qu'elle ne pouvait plus adoucir ou excuser. Quand elle eut terminé, elle regarda son écriture, tremblante mais honnête, et quelque chose d'étrange se produisit. Pour la première fois depuis des années, Sandrine se vit clairement. Pas faible, pas dramatique, pas l'épouse émotive. Elle était une mère, une protectrice, une femme qui avait atteint le bout de son endurance et qui avait enfin cessé de s'excuser d'avoir besoin de respect. Au moment où l'aube toucha Paris, Sandrine avait déjà fait 2 valises, soulevé doucement Léo dans ses bras et quitté cet appartement sans se retourner. Elle ne fuyait pas. Elle choisissait la survie. Mais elle n'avait aucune idée que son départ déclencherait une guerre que Nicolas n'était pas prêt à perdre. L'appartement des Lefebvre avait toujours semblé parfait de l'extérieur. Un de ces appartements de luxe avec vue sur le jardin du Luxembourg que les touristes photographient depuis la rue, imaginant les vies glamour à l'intérieur. Des baies vitrées du sol au plafond, un îlot de cuisine en marbre, un salon avec une vue qui semblait flotter au-dessus de la ville. Pour n'importe qui d'autre, c'était un rêve. Pour Sandrine, c'était lentement devenu une cage de verre. L'appartement se trouvait au 6e étage, assez haut pour que le bruit de Paris s'adoucisse en un bourdonnement lointain. Dans les premières années, Sandrine aimait ce son. Il la faisait se sentir vivante, partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Nicolas et elle sirotaient du vin bon marché sur le balcon, désignant les lumières du quartier latin et prétendant qu'ils pouvaient sentir le pouls de la ville sous leurs pieds. Mais avec le temps, ce même balcon devint l'endroit où Nicolas prenait ses appels professionnels, faisant les 100 pas avec son oreillette Bluetooth, disant « Je m'en occuperai demain matin », tandis que Sandrine prétendait ne pas entendre l'agacement dans sa voix. L'appartement se transforma lentement, silencieusement, en un musée des ambitions de Nicolas. Son stylo main blank sur le comptoir. Son MacBook Pro toujours ouvert sur des feuilles de calcul. Ses chemises repassées livrées chaque semaine dans des housses. Son monde, son rythme, ses règles. Sandrine et Léo se contentaient de remplir les espaces vides. Pourtant, le décor comptait. Il façonnait tout. Chaque dispute, chaque silence, chaque dîner d'anniversaire manqué se déroulait sous la lueur de suspensions coûteuses qui ne pouvaient cacher la tension dans l'air. Même Léo le sentait. Il dit un jour à Sandrine, « J'ai l'impression que notre maison ne veut pas de nous ici. » Elle ne le corrigea pas. Les enfants voient la vérité avec plus d'acuité que les adultes. Le week-end, Sandrine emmenait Léo au parc en bas. Il s'asseyait sur un banc près du bassin, mangeant des croissants d'une boulangerie de quartier. Elle regardait d'autres familles désordonnées, bruyantes, imparfaites et ressentait une étrange douleur. Leur bonheur n'était pas policé. Il était réel. Pendant ce temps, Sandrine vivait dans une maison où même les disputes semblaient répétées, comme si Nicolas essayait de ne pas froisser la vie qu'il avait mis tant d'efforts à construire.
À l'intérieur de l'appartement, tout avait sa place. Tout sauf les émotions. Nicolas avait besoin d'ordre. Il avait besoin de ressembler à l'homme qui avait sa place au dîner d'affaires sur l'avenue Montaigne. L'homme que ses collègues admiraient. L'homme dont la vie paraissait aussi impeccable que la vue depuis sa fenêtre. Sandrine essaya de s'adapter. Elle acheta des bougies, des petites plantes, des couvertures douces, des choses pour rendre l'appartement chaleureux. Mais la chaleur ne pouvait survivre là où l'amour s'était refroidi. Le silence entre-remplissait les couloirs comme un brouillard. Même Léo savait quand marcher sur la pointe des pieds. Et pourtant, c'était le décor du début et de la fin de l'histoire. Ce bel appartement, cher et solitaire. C'est là que Nicolas trouvait des excuses. Là que Sandrine ravalait sa peine. Là que Léo attendait avec un espoir tacite. Là où les mensonges s'empilaient comme du linge plié. Et ironiquement, c'est aussi là que la vérité atterrit finalement silencieusement, brutalement sur une feuille de papier blanc laissée sur le comptoir de la cuisine. Cette cuisine était le cœur de l'appartement. Sandrine y passait la plupart de ses journées, donnant des cours de soutien en ligne depuis son MacBook Air, aidant Léo avec ses devoirs, réchauffant les restes. Nicolas ne prenait jamais la peine de manger. Le comptoir avait été le centre de leur vie de famille. Gâteau d'anniversaire, projet scolaire, petit déjeuner précipité avant le travail. C'est pour cette raison même qu'elle le choisit comme l'endroit où laisser la liste. Au moment où Nicolas entra dans cette cuisine éclairée, le décor qu'il contrôlait autrefois se retourna contre lui. Chaque surface polie reflétait ce qu'il ne voulait pas affronter. Chaque meuble semblait faire écho à l'absence des deux personnes qui faisaient de cet espace un foyer. Maintenant, l'appartement n'était plus qu'une coquille, impressionnante, chère, vide, et Nicolas n'était pas prêt à la vitesse à laquelle le monde extérieur à ses murs de verre se refermerait sur lui. Car pendant qu'il les cherchait, Sandrine et Léo commençaient déjà une nouvelle vie dans un endroit où ils n'auraient jamais pensé qu'ils iraient. Nicolas Lefebvre n'avait pas toujours été le méchant de l'histoire de Sandrine. Il fut un temps où il était le jeune homme qui lui tenait la main pendant les hivers parisiens, qui restait éveillé tard pour l'aider à décorer leur premier appartement avec des meubles de brocante. Mais le pouvoir a une façon de remodeler les gens, surtout dans une ville où l'ambition peut engloutir un homme tout entier. À 36 ans, Nicolas avait grimpé rapidement dans l'écosystème de la défense. Ses journées se mesuraient en conférences téléphoniques, en cours de la bourse et en emails tardifs tapés sur un MacBook Pro lumineux. Il avait l'allure qui allait avec, aussi, costumes anthracites sur mesure, cheveux lisses, chaussures polies qui ne portaient jamais la moindre trace des rues en contrebas. Il s'intégrait sans effort parmi les hommes qui passaient leur vie à courir après le prochain bonus, le prochain luxe, la prochaine validation. Quelque part au cours de cette ascension, il décida qu'il avait droit à plus. Au travail, il était connu comme le type qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Affirmé, vif, agressif. Si un analyste junior le contrariait, Nicolas ne criait pas. Il le découpait avec une déception calme et précise qui faisait plus mal. Si une affaire n'allait pas dans son sens, il passait des coups de fil jusqu'à ce qu'elle aboutisse. Ses collègues admiraient sa détermination, même quand ils le craignaient. À la maison, cette même détermination se durcit en quelque chose de plus froid. Nicolas cessa d'écouter, cessa de demander, cessa de se présenter pour les moments doux et ordinaires qui font une famille. Quand Sandrine exprimait son inquiétude, il la traitait de dramatique. Quand elle avait l'air blessée, il disait qu'elle réfléchissait trop. Chaque fois qu'elle se demandait où il était, il insistait sur le fait qu'elle le surveillait. Il ne leva jamais la main, mais il souleva des doutes sur sa mémoire, ses réactions, sa valeur. Et les doutes, lorsqu'ils sont répétés suffisamment, peuvent meurtrir plus profondément que les poings. Mais le pire, c'était sa confiance, sa conviction absolue qu'il pouvait tout faire et que, d'une manière ou d'une autre, Sandrine le tolérerait. C'est cette arrogance qui ouvrit la porte à Chloé Martin. Elle était jeune, brillante, charmante sans effort, le genre de femme qui riait de ses blagues et le regardait comme s'il était extraordinaire. Avec elle, il se sentait à nouveau puissant, désiré, sans fardeau. Chloé ne voyait pas l'homme qui manquait le spectacle de l'école de son fils. Elle voyait l'homme qui commandait une bouteille de vin à 300 €. Elle ne voyait pas l'épuisement dans son mariage. Elle voyait un homme en chemise blanche impeccable au Bristol lui offrant le monde. Nicolas se disait qu'il méritait cette évasion, que tous les hommes qui réussissent avaient des vies compliquées, que Sandrine irait bien, que Léo comprendrait un jour. Il croyait cela parce que personne ne l'avait jamais défié. Jusqu'à la liste.
Au moment où il vit la petite écriture de son fils, les lettres inégales, la sincérité douloureuse, Nicolas sentit quelque chose se fissurer. Mais même alors, son premier instinct ne fut pas la culpabilité. Ce fut la peur. La peur de perdre le contrôle. La peur du scandale. La peur que Sandrine, la femme qu'il avait sous-estimée pendant des années, ait finalement atteint son point de rupture. Il n'avait pas peur de perdre son amour. Il avait jeté cela depuis longtemps. Il avait peur de perdre sa réputation, son confort, sa place dominante dans la vie qu'il dictait. Et cette peur le pousserait à des décisions bien plus sombres que sa liaison. Parce qu'un homme comme Nicolas ne perd jamais en silence. Et il était sur le point de le prouver. Sandrine avait toujours imaginé que si elle quittait Nicolas un jour, elle se sentirait libérée, légère, sans attache, presque renaissante. Au lieu de cela, les 48 premières heures ressemblèrent à une noyade au ralenti. La peur la suivait partout où elle allait. Même dans l'appartement chaleureux de Valérie dans un quartier plus modeste de Lyon, entouré de coussins dépareillés et de l'odeur de café frais, les mains de Sandrine ne cessaient de trembler. Elle rejouait tout en boucle. Les liaisons de Nicolas, la déception silencieuse de Léo, les innombrables nuits où elle s'était assise seule à la table de la cuisine, attendant un mari qui ne rentrait jamais à l'heure. Maintenant qu'elle avait pris la décision la plus courageuse de sa vie, elle se sentait plus faible que jamais. Ce matin-là, après avoir déposé ses sacs près du canapé, Sandrine s'était enfermée dans la petite salle de bain des invités. Elle s'assit sur le carrelage froid, les jambes ramenées contre sa poitrine, essayant de respirer. Elle regarda son reflet dans le miroir yeux rouges, lèvres tremblantes, cheveux s'échappant de sa coiffure faite à la hâte et se demanda qui elle était devenue. Elle ne reconnaissait pas la femme qui la regardait. « Maman !» Léo frappa doucement à la porte. « Ça va ?» Elle plaqua sa main sur sa bouche, se forçant à ne pas pleurer. Elle détestait pleurer devant lui. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'il était la cause de tout cela. « Ça va, mon chéri ?» murmura-t-elle, bien que les mots sortent fins et cassants. Quand elle sortit enfin, Valérie la serra dans ses bras, une étreinte dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. « Ça va empirer avant de s'améliorer », l'avertit doucement Valérie. « Mais tu es en sécurité. Léo est en sécurité. C'est ce qui compte. » Pourtant, la sécurité n'arrêta pas la spirale. Cette nuit-là, longtemps après que Léo se soit endormi sur le canapé-lit, Sandrine resta assise seule près de la fenêtre. Lyon ne ressemblait en rien à Paris. Pas de gratte-ciel imposant, pas de pentouses lumineux, pas de murs de verre, juste des lampadaires chaleureux et le son lointain d'un train qui passe. Cela semblait étranger, et pourtant, d'une certaine manière, plus honnête. Elle ouvrit son ordinateur portable, avec l'intention de commencer à chercher du travail de tutorat ou peut-être des écoles qui embauchaient des enseignants à temps partiel. Mais au lieu de cela, elle se figea. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, incapables de taper. Et si Nicolas prenait tout? Et si elle ne pouvait pas subvenir aux besoins de Léo? Et si elle avait fait une erreur? Sa poitrine se serra. Son souffle se raccourcit. La panique frappa fort et vite, comme si quelqu'un avait enroulé une corde autour de ses poumons étirés. Elle trébucha jusqu'à l'évier de la cuisine, s'agrippant au bord, murmurant « S'il vous plaît, pas maintenant ». Les larmes brouillèrent la pièce. Elle n'avait pas eu de crise de panique depuis des années. Pas depuis le début de son mariage, quand les critiques de Nicolas ressemblaient à une tempête à laquelle elle ne pouvait échapper. Et la voilà de nouveau, la preuve que partir ne réglait pas tout. Mais alors elle le sentit. Une petite main se glissant dans la sienne. Léo, endormi, les yeux mi-clos, tenant son ours en peluche. « Maman » murmura-t-il. « C'est bon. Je suis là. » Et d'un seul coup, la tempête s'adoucit. Sandrine s'affaissa sur le sol, serrant Léo dans ses bras. Elle pleura, pas les larmes silencieuses qu'elle cachait toujours à Nicolas, mais les sanglots profonds et secoués de quelqu'un qui avait porté trop de choses pendant trop longtemps. Léo ne dit rien d'autre. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois, Sandrine réalisa qu'elle ne s'effondrait pas seule. Mais elle ne savait pas non plus que Nicolas préparait déjà son prochain coup. Sandrine se réveilla le lendemain matin avec l'impression d'avoir à peine dormi. Ses yeux étaient gonflés, sa gorge serrée, et la douleur dans sa poitrine revint au moment où elle se souvint qu'elle n'était pas chez elle, qu'elle n'était pas dans la vie qu'elle avait passé 10 ans à maintenir. Valérie était déjà partie pour une réunion matinale, mais elle avait laissé une tasse de thé chaud et un mot sur le comptoir.
Tu es plus forte que tu ne le penses. Ne l'oublie pas. Sandrine essaya d'y croire, mais Nicolas appelait de nouveau. Cet appel manquait, 3 messages vocaux, un texto qui disait « Nous devons parler maintenant ». Elle retourna le téléphone avant que son courage ne lui file entre les doigts. Elle pensait que partir était la plus grande étape qu'elle franchirait. Elle pensait qu'écrire la liste était le message le plus fort qu'elle pouvait envoyer. Mais le destin, semblait-il, avait caché une autre vérité, une qu'elle n'avait pas l'intention de découvrir. Plus tard dans l'après-midi, Valérie revint avec un dossier à la main. « Il faut que tu t'assoies, dit-elle, la voix inhabituellement tendue. L'estomac de Sandrine se noua. « Il y a un problème avec les formulaires de garde ?» Non, dit lentement Valérie. « Il y a un problème avec Nicolas. » Sandrine cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Valérie ouvrit le dossier et posa plusieurs feuilles sur la table. Relevé bancaire, historique de transactions, frais d'hôtel, virement, date, nom, et une entrée répétée, Chloé Martin. Sandrine fixa les papiers, la confusion se transformant en incrédulité. Elle s'était attendue à la tromperie. Elle s'était attendue au mensonge. Mais pas à ça. Nicolas n'avait pas seulement une liaison. Valérie dit qu'il la soutenait financièrement. Dépôt de garantie pour un appartement, achat de luxe, vacances, virement mensuel intitulé « Consultation ». Il finance sa vie, Sandrine. Sandrine sentit une vague de froid la parcourir. Mais pourquoi cacher tout ça? Valérie baissa la voix. Parce que ce n'est pas seulement de l'infidélité. C'est une faute financière, et son entreprise deviendrait folle s'il découvrait qu'il a utilisé des séminaires d'entreprise, des budgets clients et des indemnités de déplacement pour couvrir des dépenses personnelles. Le souffle de Sandrine se coupa. Il a utilisé l'argent de son entreprise pour elle. Une partie, oui, répondit Valérie. Si cela devient public, ça pourrait le ruiner, et il le sait. Sandrine s'enfonça dans sa chaise. Elle pensait que Nicolas était simplement négligent avec sa morale, mais ceci c'était imprudent d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dangereux, au-delà de l'égoïsme. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de la tromperie à un niveau qui pourrait détruire toute sa carrière. Et soudain, tout s'emboîta. Sa panique, son insistance soudaine pour parler, ses messages vocaux défensifs. Il ne s'inquiétait pas de perdre Sandrine. Il s'inquiétait de perdre tout le reste. Sandrine sentit quelque chose changer en elle. Pas de la peur, pas du pouvoir, quelque chose de plus profond. La vérité ne la fit pas se sentir vengée. Elle lui fit comprendre l'ampleur de l'homme à côté duquel elle avait vécu. Un homme qui avait construit une vie polissée sur une fondation de secrets. Valérie toucha sa main. Ça change l'affaire de la garde et ça change la façon dont il va se battre. Il est acculé. Les hommes comme Nicolas ne gèrent pas bien les situations sans issue. Sandrine ferma les yeux. La liste n'était que le début. Maintenant, elle avait la preuve que le monde entier de Nicolas était bien plus fragile qu'il ne le prétendait. Mais elle savait aussi que cette révélation déclencherait une tempête, une qui pourrait la frapper, elle et Léo, tout aussi durement. Et quelque part à travers la ville, Nicolas découvrit quelque chose de son côté, quelque chose qui le rendit plus désespéré que jamais. Pendant des jours, Sandrine se déplaça comme une ombre dans l'appartement de Valérie. Silencieuse, prudente, attendant constamment le prochain coup. Mais les secrets ont une étrange façon de déplacer le sol sous vos pieds. Une fois que vous voyez la vérité, que vous la voyez vraiment, vous ne pouvez plus l'ignorer. Quelque chose en elle s'était ouvert. Pas dans le sens de se briser, mais dans le sens de s'éveiller. Le 3e matin, après avoir découvert la faute financière de Nicolas, Sandrine s'assit à la petite table de la cuisine avec une tasse de café et un carnet à spirale. Léo coloriait sur le sol, fredonnant doucement. Valérie entra dans la pièce, jeta un coup d'œil au carnet et sourit. « Tu es prête ?» dit-elle. Sandrine hocha la tête. Pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose de stable monter dans sa poitrine. Clarté, direction, objectif. Elle ne réagissait plus seulement. Elle planifiait. Étape par étape, elle commença à récupérer des morceaux d'elle-même. D'abord, elle ouvrit son ancien portfolio d'enseignante sur son MacBook Air. C'était comme feuilleter les souvenirs d'une vie qu'elle avait enterrée trop tôt. Plans de cours, lettres d'élèves, même la photo de sa première classe.
elle envoya des candidatures à des centres de soutien scolaire, des programmes périscolaires et une école internationale à Lyon que Valérie lui recommanda. À chaque email qu'elle envoyait, elle se sentait un peu plus vivante. Puis vint la transformation extérieure. Valérie l'emmena faire les magasins non pas pour se faire plaisir, mais pour se reconstruire. Elles choisirent des vêtements qui donnaient à Sandrine confiance en elle sans être performatifs. Des pulls doux, des lignes épurées, des tons chauds et neutres, rien de tape à accent grave-l'œil, rien destiné à impressionner Nicolas ou qui que ce soit d'autre. Juste des pièces qui la faisaient se sentir comme quelqu'un qui méritait une place dans sa propre vie. Quand elle se regarda dans le miroir ce soir-là, elle vit de la force là où se trouvait autrefois la peur. Une douceur, oui, mais une douceur doublée de résilience. Elle ne ressemblait pas à l'épouse fragile attendant des excuses qui ne venaient jamais. Elle ressemblait à une femme qui réclamait le droit de respirer. Et puis elle passa l'appel. Nicolas répondit à la deuxième sonnerie, la voix aiguë de désespoir. « Sandrine, enfin, nous devons parler de Léo, de nous communiquerons par l'intermédiaire de nos avocats, dit-elle calmement. » Il se tut. « Ce n'est pas une négociation, ajouta-t-elle. C'est une limite, Nicolas. » Nicolas tenta de reprendre le contrôle, élevant la voix, l'accusant de réagir de manière excessive, de ruiner la famille, d'être influencé par Valérie. Mais Sandrine ne répondit pas avec des larmes cette fois. Elle ne se recroquevilla pas. Elle mit fin à l'appel avec un « Cette conversation est terminée », calme et ferme. C'était la première fois qu'elle lui raccrochait au nez. Plus tard dans la nuit, pendant que Léo dormait, Sandrine s'assit sur le bord du canapé et laissa le moment s'installer en elle. Elle n'était pas réparée. Elle n'était pas guérie. Mais elle changeait. Et elle pouvait sentir le sol sous elle se déplacer vers la stabilité. Pourtant, la transformation n'était pas seulement émotionnelle, elle était stratégique. Le lendemain matin, Sandrine et Valérie rencontrèrent à nouveau l'avocat. Cette fois, Sandrine ne s'assit pas timidement sur la chaise. Elle s'assit droite, posa des questions, clarifia des détails, contesta quand quelque chose lui semblait incorrect. Elle n'était plus la femme tremblante qui était entrée dans le bureau plus tôt cette semaine-là. À la fin de la réunion, l'avocat lui fit un signe de tête approbateur. Vous devenez exactement celle que Nicolas ne s'attendait jamais à ce que vous soyez. Sandrine expira, presque souriante. Je deviens celle que j'étais censée être. Mais elle savait aussi autre chose. Quelque chose qui pesait lourdement sur sa poitrine. Nicolas n'allait pas accepter cette nouvelle version d'elle sans se battre. Et son prochain coup serait le plus calculé de tous. Le gala était le genre d'événement pour lequel Nicolas vivait. Lustre en cristal, table drapée de velours, sol en marbre poli reflétant une douce lumière dorée. Il se tenait dans un grand hôtel parisien où chaque invité semblait sorti de la couverture d'un magazine financier. Nicolas arriva dans un costume bleu marine sur mesure, son masque de confiance fermement en place, Chloé s'accrochant à son bras comme un accessoire dont il n'avait pas besoin, mais qu'il voulait que le monde voie. Il pensait que la nuit redorerait son image. Il pensait pouvoir réécrire le récit. Il pensait que Sandrine resterait à Lyon, loin de son monde. Il avait tort. Sandrine entra dans le gala 20 minutes après lui, aux côtés de Valérie, qui avait été invitée par un client de premier plan. Sandrine n'était pas venue pour affronter Nicolas. Elle ne voulait tout simplement plus se cacher. Elle portait une simple robe noire, élégante, sobre, rien d'extravagant, mais d'une manière ou d'une autre, elle se démarquait plus que quiconque dans la pièce. Non pas parce qu'elle essayait d'être vue, mais parce qu'elle ne craignait plus d'être vue. Quand Nicolas la remarqua de l'autre côté de la salle de bal, son sourire vacilla. Il chuchota quelque chose à Chloé, qui resserra sa prise sur son bras, soudain mal à l'aise. Sandrine sentit leur regard sur elle, mais elle garda une posture stable. Elle tenait un verre d'eau pétillante, ses doigts calmes, son rythme cardiaque régulier, un contraste frappant avec l'anxiété qu'elle ressentait autrefois en sa présence. Valérie se tenait à ses côtés comme un bouclier silencieux. Un associé principal s'approcha de Nicolas. « Où est votre femme ? Nous espérions prendre une photo de famille pour le site de l'entreprise. » La question frappa Nicolas comme une gifle. Avant qu'il ne puisse répondre, l'associé se tourna et vit Sandrine. « Oh, la voilà, dit-il vivement. Sandrine, venez nous rejoindre. » Nicolas se raidit. Le sourire de Chloé disparut. Sandrine se dirigea vers eux lentement, gracieusement,
chaque pas portant le poids d'une femme qui avait enfin repris le contrôle de sa vie. Quand elle s'arrêta devant Nicolas, leurs regards se croisèrent, le sien rempli de calculs frénétiques, le sien d'une certitude tranquille. « Sandrine, murmura-t-il, la mâchoire serrée. Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je participe à un événement, » répondit-elle d'un ton égal. « Comme tout le monde. » L'associé, ignorant la tension, fit signe pour une photo. Nicolas se rapprocha de Sandrine, désespéré de sauver le moment. « Reste juste à côté de moi, » marmonna-t-il, pour les apparences. Sandrine le regarda, non pas avec colère, mais avec quelque chose de bien plus dangereux, la clarté. « Je ne fais plus partie de tes apparences. » L'associé sentit le malaise et s'excusa. Chloé se décala maladroitement, les yeux passant de l'un à l'autre. Nicolas se pencha plus près, la voix basse et tranchante. « Tu fais une scène. »« Non, » dit doucement Sandrine. « C'est toi qui as fait la scène. J'ai juste fini de nettoyer derrière toi. » Pendant un instant, toute la salle de bal sembla s'arrêter. La musique, les bavardages, le tintement des verres, tout s'estompa derrière le silence électrique entre eux. Le masque de Nicolas se fissura. « Tu ne comprends pas ce que tu risques. » Sandrine inclina la tête, sa voix aussi stable que la pierre. « Non, Nicolas, c'est toi qui ne comprends pas. Je n'ai plus peur de toi. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas dramatique. Mais c'était dévastateur. » Nicolas recula comme s'il avait été frappé, sa prise sur Chloé glissant. Sandrine se détourna, retournant vers Valérie avec la digne tranquillité d'une femme qui avait enfin cessé de se réduire pour s'adapter au monde de quelqu'un d'autre. Et Nicolas réalisa, pour la première fois de sa vie, qu'il perdait le contrôle. Et la perdre en public n'était que le début. 2 mois après le gala, la tempête avait enfin commencé à se calmer. Non pas parce que Nicolas voulait la paix, mais parce que Sandrine avait cessé de lui donner le pouvoir de créer le chaos. Sa vie ne tournait plus autour de l'attente de la prochaine explosion, de la prochaine excuse, des prochaines excuses qui ne venaient jamais. Elle avait construit quelque chose de plus calme, de plus stable et de réel. Son nouvel appartement dans un quartier plus modeste de Lyon était plus petit, plus humble, et ne ressemblait en rien à la tour de verre qu'elle avait quittée. Les fenêtres donnaient sur une rue bordée d'arbres au lieu du jardin du Luxembourg, et la cuisine était 2 fois moins grande que celle à laquelle elle était habituée, mais elle était chaleureuse, habitée, honnête. Léo avait scotché ses dessins sur le réfrigérateur, et l'endroit sentait toujours légèrement les bougies à la cannelle préférée de Valérie. Ici, Sandrine pouvait à nouveau respirer. Elle passait ses matinées à donner des cours de soutien depuis son petit bureau en bois, sirotant un café chaud pendant que la lumière du soleil s'étirait sur le tapis du salon. Léo rentrait de l'école avec des histoires qu'il avait hâte de raconter. Des histoires qui n'incluaient pas la déception, ni l'attente à une fenêtre d'un père qui ne se montrerait pas. Sandrine avait craint de briser son fils en partant. Au lieu de cela, elle découvrit qu'elle l'avait libéré. La décision du tribunal de grande instance arriva discrètement un mercredi après-midi. Sandrine pliait du linge quand son téléphone vibra. Elle ouvrit le message, lut les mots 2 fois, puis s'affaissa sur le canapé, incrédule. Garde principale accordée à la mère. Droit de visite pour le père sous surveillance dans un avenir prévisible. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une vengeance. C'était une protection. Léo entra quelques minutes plus tard, laissant tomber son sac à dos par terre. « Maman, je peux m'asseoir avec toi ?» Il grimpa sur le canapé, posant sa tête sur son épaule, ignorant le miracle juridique qui venait de remodeler son enfance. Sandrine déposa un baiser sur son front, les yeux inondés, non pas de tristesse, mais du soulagement écrasant de savoir qu'elle avait bien agi envers lui. Nicolas, pendant ce temps, se désagrégeait. Son entreprise avait discrètement ouvert un audit interne après avoir découvert des notes de frais douteuses. Chloé était partie, incapable de supporter le stress ou le silence qui suivit le scandale du gala. Il vivait toujours dans l'appartement luxueux, mais il résonnait plus fort maintenant, chaque pièce un rappel de ce qu'il avait perdu parce qu'il avait choisi l'ego plutôt que l'amour. Un soir, lors d'une visite supervisée programmée, Léo tendit à Nicolas un morceau de papier plié. Les mains de Nicolas tremblèrent, craignant une autre liste, une autre accusation de tout ce qu'il avait fait de mal. Mais quand il l'ouvrit, il ne trouva que 3 mots écrits d'une écriture simple et inégale, « S'il te plaît, fais mieux ». Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la haine. C'était une chance.
Une chance que Nicolas savait qu'il ne méritait pas, mais dont il avait désespérément besoin. Cette nuit-là, Sandrine regarda Léo dormir, blotti sous sa couverture bleue, le visage calme sous la douce lumière de la lampe. Elle s'assit à côté de lui caressant doucement les cheveux, et murmura les mots qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui dise des années plus tôt. « Tu vaux la peine qu'on reste pour toi. Tu vaux la peine qu'on se batte pour toi. Et tu n'es jamais, jamais la raison pour laquelle quelqu'un fait le mauvais choix. » Lorsqu'elle se leva du lit et regarda autour de sa petite maison de Lyon, elle réalisa quelque chose de puissant, de libérateur. Elle n'avait pas perdu une vie. Elle en avait reconquis une. Une vie où sa voix comptait. Où son fils se sentait en sécurité. Où l'amour n'était pas une excuse en attente. Et alors qu'elle éteignait la lumière, Sandrine sut que ce n'était que le début. Parce que les femmes comme elles ne se brisent pas, elles s'élèvent. Nicolas avait toujours cru qu'il était le genre d'homme capable de tout arranger avec une poignée de main ferme, des excuses stratégiques ou une distraction bien placée. Il avait bâti toute son identité sur le contrôle au contrôler son image, sa carrière, son mariage, le récit que tout le monde voyait. Mais après la décision du tribunal, après le refus calme de Sandrine de plier, après le mot déchirant de Léo lui demandant de s'il te plaît, faire mieux, quelque chose en Nicolas commença à s'ancrer d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Nicolas Lefebvre se sentit petit. Il était assis seul dans son appartement de luxe, contemplant la ligne d'horizon scintillante de Paris. Une ville qu'il possédait autrefois semblait maintenant incroyablement lointaine. Les murs de verre qui le faisaient se sentir puissant le faisaient maintenant se sentir exposé, comme si n'importe qui pouvait voir à travers lui. Le silence dans l'appartement était suffocant. Ce n'était pas le genre de silence paisible. C'était le genre qui le faisait rejouer chaque décision qu'il avait jamais prise. Il se versa un verre mais ne put se résoudre à l'avaler. Ses mains tremblaient. Ses pensées s'éparpillaient. Le reflet qui le fixait dans la fenêtre ne ressemblait pas à un homme à succès au sommet de sa carrière. Il ressemblait à quelqu'un qui avait couru à toute vitesse contre un mur qu'il n'avait pas vu venir. L'audit interne au travail se faisait plus bruyant. Son directeur général l'avait convoqué dans son bureau, le visage froid et formel, l'interrogeant sur des frais de déplacement inhabituels. Nicolas mentit ou il mentait toujours. Mais cette fois, le mensonge n'atterrit pas en douceur. Le DG hocha simplement la tête, l'expression illisible, et le congédia d'un sec, nous ferons un suivi. Chloé avait cessé de répondre à ses appels. Le dernier message qu'elle lui avait envoyé était court et sec, je n'ai pas signé pour ça. J'en ai fini. Même le luxe qui l'entourait semblait différent maintenant. Sa Rolex lourde, ses costumes étriqués, ses meubles coûteux ressemblant davantage à des accessoires dans une vie qu'il ne reconnaissait plus. Nicolas avait passé tellement de temps à impressionner des étrangers qu'il n'avait jamais réalisé qu'il avait cessé de compter pour les deux personnes qu'il avait autrefois aimées sans condition. Mais le moment qui le brisa ne fut pas de perdre Chloé ni même de faire face à une enquête au travail. Ce fut un message vocal de Léo. Une voix douce et hésitante disant « Papa, j'espère que tu vas bien. Tu me manques quand tu me lisais des histoires. » Nicolas s'effondra sur une chaise, s'étouffant avec une respiration qu'il ne savait pas qu'il retenait. Les souvenirs l'assaillirent. Léo riant dans le parc, s'endormant sur sa poitrine, courant dans ses bras après l'école. Des moments que Nicolas avait mis de côté parce qu'il se disait qu'il était trop occupé à subvenir à leurs besoins. Maintenant, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter et personne avec qui le partager. Pour la première fois, Nicolas comprit tout le poids du départ de Sandrine. Pas comme une punition, pas comme une vengeance. Mais comme la conséquence naturelle de devenir un homme qui ne méritait pas la famille qu'il tenait autrefois pour acquise. Il se leva soudainement, faisant les 100 pas, s'agrippant les cheveux. Il devait arranger ça. Il devait se réparer. Mais comment? Par où un homme commence-t-il même après avoir tout incendié? Il attrapa son manteau, le cœur battant, et se précipita vers l'ascenseur. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait lui dire s'il avait encore une chance de faire partie de la vie de son fils, et il était terrifié que Sandrine n'ouvre pas la porte à son arrivée. Sandrine venait de finir de débarrasser la table quand elle entendit frapper à la porte de l'appartement des coups secs, précipités, trop familiers. Son estomac se serra. Valérie leva les yeux du canapé, haussant un sourcil. Elles savaient toutes les deux qui c'était avant même qu'elle ne touche la poignée. Nicolas. Elle n'ouvrit la porte qu'à moitié. Il se tenait dans le couloir, l'air épuisé, les cheveux en désordre,
son manteau jeté de travers, les yeux rouges comme s'il avait couru jusqu'ici ou pleuré en chemin. Peut-être les deux. Sandrine, souffla Théil. S'il te plaît, il faut que je te parle. Elle ne s'écarta pas. Il est tard, Nicolas. Je sais. Je sais. C'est juste que, il déglutit difficilement. Je suis en train de tout perdre. Sandrine garda une expression stable. Cette phrase, des années auparavant, lui aurait transpercé le cœur, mais ce soir, non. Pas parce qu'elle voulait qu'il souffre, mais parce que la femme qui se serait autrefois adoucie n'existait plus. Valérie se tenait derrière elle, les bras croisés, prête à intervenir si nécessaire. Nicolas prit une inspiration tremblante. J'ai relu le message de Léo. S'il te plaît, fais mieux. Sa voix se brisa. Je ne sais pas comment arranger ça, Sandrine. C'est ça le problème, répondit-elle. Tu penses que réparer signifie défaire, mais ce qui s'est passé ne peut être défait. Il grimaça comme si elle l'avait frappé. Ma famille me manque. Le contrôle te manque, dit-elle doucement. Il secoua la tête avec véhémence. Non, vous me manquez, toi et Léo. Je veux changer. Je suis prêt à, Nicolas, l'interrompit Sandrine, son ton doux mais ferme. Tu ne peux pas dire que tu veux changer alors que tu essaies encore de négocier ton retour dans nos vies. Il cligna des yeux, stupéfait. Elle sortit dans le couloir, fermant la porte derrière elle pour plus d'intimité. Tu ne m'as laissé aucun choix, continua-t-elle. Chaque fois que j'essayais de parler, tu minimisais. Chaque fois que je pleurais, tu me disais que je réagissais de manière excessive. Et chaque fois que Léo te demandait, tu te disais que le travail était plus important. Je sais, murmura-t-il. Je sais que j'avais tort. Sandrine hocha la tête, mais pas en signe d'accord, en signe d'acceptation que cela soit enfin dit à voix haute. Je ne suis pas partie pour te punir, dit-elle. Je suis partie parce que rester apprenait à Léo la mauvaise définition de l'amour. Le souffle de Nicolas trembla. Y a-t-il une partie de toi qui croit encore que je peux être meilleure? Elle croisa son regard. Je crois que n'importe qui peut être meilleur, mais tout le monde ne choisit pas de l'être. Nicolas recula, appuyant une main contre le mur du couloir comme si le poids de ses paroles était trop lourd. J'irai en thérapie, dit-il. J'assumerai mes responsabilités. Je ferai tout ce qu'il faut. Ne m'exclus pas de la vie de Léo. Sandrine inspira lentement. C'était le moment qu'elle avait redouté, le moment où la compassion et les limites se heurtaient. Mais la force qu'elle s'était battue pour reconstruire la stabilisa maintenant. Tu peux toujours être dans la vie de Léo, dit-elle. Mais pas comme avant. Pas à tes conditions. Comment ça? Sa voix était à peine audible. Tu suivras l'arrangement du tribunal. Tu suivras une thérapie, une vraie thérapie, et tu seras présent pour ton fils de manière constante, pas quand ça t'arrange. Il hocha rapidement la tête, désespéré. Je peux faire ça. Et Nicolas? Elle fit une pause. Il ne s'agit pas de me reconquérir. Cette partie de notre histoire est terminée. Son visage se décomposa, non pas de colère, mais de chagrin. Sandrine s'avança, plaçant une main calme sur la poignée de la porte. Si tu veux reconstruire quoi que ce soit, commence par toi-même et commence par être le père que Léo mérite. Elle ouvrit la porte pour rentrer à l'intérieur. Nicolas tendit légèrement la main, comme s'il voulait l'arrêter, mais sans oser. Sandrine, murmura-t-il. Merci de ne pas avoir complètement renoncé à moi. Elle s'arrêta. Je ne fais pas ça pour toi, Nicolas. Je le fais pour le petit garçon qui croit encore que tu peux être meilleur. La porte se referma doucement entre eux. Mais alors que Nicolas quittait le bâtiment, la tête basse, aucun d'eux ne réalisa qu'une menace bien plus sérieuse se formait déjà, une qui pourrait briser la paix fragile qui commençait à peine à naître. Sandrine pensait que le plus dur était derrière elle. Après des semaines de tension, d'audience au tribunal et d'effondrement émotionnel, elle avait enfin mis en place des limites, une stabilité pour Léo et un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais la vie a un talent cruel pour tester les gens juste au moment où ils commencent à respirer à nouveau. Cela commença par un appel téléphonique que Valérie reçut tôt un matin. Sandrine préparait le déjeuner de Léo quand elle entendit la voix de sa sœur prendre un ton qu'elle utilisait rarement. Tendu, sec, alarmé. En es-tu absolument certaine?
demanda Valérie à la personne à l'autre bout du fil. Envoie-moi tout. Sandrine se figea. Quand Valérie raccrocha, elle se tourna lentement, son expression assez sérieuse pour drainer la chaleur de la pièce. Il faut qu'on parle, dit-elle. L'estomac de Sandrine se noua. Qu'est-ce qui s'est passé? Valérie lui fit signe de s'asseoir. L'entreprise pour laquelle Nicolas travaille avance avec l'audit interne. Et c'est mauvais, Sandrine. Bien pire que ce que j'avais même suspecté. Sandrine cligna des yeux, ne sachant si elle devait ressentir de la peur ou du soulagement. Mauvais comment? Valérie ouvrit son ordinateur portable, tournant l'écran vers elle. Il y a des notes de frais qui ne correspondent pas, des reçus en double, des remboursements non autorisés et des virements étiquetés sous des dépenses clients qui étaient en fait liés à Chloé. La main de Sandrine se pressa contre sa poitrine. Alors, il ne m'a pas seulement menti. Il a menti à son entreprise et à des gens qui ont un vrai pouvoir, ajouta Valérie. Si cela dégénère, il pourrait perdre son travail, peut-être pire. Sandrine regarda Léo, assis à la table de la salle à manger, dessinant des vaisseaux spatiaux. Il fredonnait doucement, ignorant que le monde autour de lui basculait à nouveau. Valérie, qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est la partie que nous devons naviguer avec soin. Valérie baissa la voix. Nicolas pourrait se battre plus durement maintenant. Les gens désespérés font des choix imprudents. Sandrine sentit un frisson la parcourir. Elle avait déjà vu Nicolas désespéré, quand il était acculé émotionnellement. Mais si sa carrière, sa réputation et sa sécurité financière étaient menacées, la situation pourrait devenir imprévisible. En fin d'après-midi, la tempête annoncée frappa. Nicolas se présenta à l'appartement sans prévenir. Cette fois, il n'était pas en colère. Il ne pleurait pas. Il ne s'excusait pas. Il avait l'air terrifié. « Sandrine, dit-il au moment où elle entr'ouvrit la porte. J'ai besoin de ton aide. » Ses sourcils se haussèrent. « Mon aide ?» Il hocha rapidement la tête. « Mon entreprise pense que j'ai détourné des fonds. Il pense que Chloé était impliquée. » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. » Sandrine resta silencieuse, stupéfaite par l'audace de la situation. Après tout ce qu'il lui avait fait subir, il s'attendait maintenant à ce qu'elle le sauve des conséquences de sa propre trahison. Nicolas se rapprocha. « S'il me licencie, s'il me dénonce, je pourrais tout perdre. »« Tu as déjà tout perdu, » murmura Sandrine. Il tressaillit. « Je ne te demande pas de mentir, » plaida-t-il. « Juste de ne rien dire qui pourrait empirer les choses. Ne les laisse pas utiliser la liste ou les relevés d'hôtel comme moyen de pression. » Sandrine inspira lentement. « Nicolas, je n'ai pas parlé à ton entreprise. Je n'ai pas l'intention de le faire. Ce qui se passe est entre toi et eux. Je ne te protégerai pas de tes responsabilités. » Il la fixa, l'incrédulité gravée sur son visage. « Sandrine, s'il te plaît. Je t'en supplie. » Elle déglutit difficilement. « J'ai protégé Léo. Je me suis protégé moi-même. Je ne protégerai pas tes erreurs. » Ses épaules s'affaissèrent, le dernier fil de sa confiance se rompant. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Valérie apparut derrière elle. « Tu dois partir, Nicolas, » dit-elle fermement. « Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation. » Nicolas regarda les deux femmes, vaincues, perdues, et autre chose. Quelque chose de plus sombre. La peur. Pas la peur de l'audit. La peur de ce qu'il pourrait devenir s'il continuait à sombrer. Et alors qu'il partait, Sandrine s'appuya contre la porte, tremblante, réalisant quelque chose de non dit, mais terrifiant. L'homme qu'elle avait autrefois épousé n'était plus prévisible, et les retombées de son effondrement ne faisaient que commencer. Chloé Martin était restée silencieuse pendant des semaines. Pas d'appel, pas de texto, pas de messages nocturnes dégoulinant de charme et de fausses promesses. Elle avait disparu au moment où la vie de Nicolas avait commencé à s'effondrer comme de la fumée s'échappant d'une fenêtre brisée. Sandrine supposait qu'elle s'était enfuie pour éviter les retombées. Valérie supposait qu'elle se protégeait. Nicolas supposait qu'elle s'en fichait. Mais la vérité se présenta directement à l'appartement de Sandrine à Lyon un jeudi après-midi pluvieux. Sandrine aidait Léo avec ses devoirs quand l'interphone sonna. Elle s'attendait à Valérie. Peut-être un colis. Au lieu de cela,
une voix douce et tremblante sortit du haut-parleur. « Sandrine, c'est Chloé. S'il te plaît, il faut que je te parle. » Sandrine se figea, le crayon glissant de sa main. Léo leva les yeux, confus. Valérie, assise sur le canapé à réviser des notes de dossier, se raidit instantanément. « Ne la laisse pas entrer, » prévint-elle. Mais quelque chose dans la voix de Chloé, dans la façon dont elle se brisait, serra le cœur de Sandrine. « Valérie, » murmura-t-elle. « Et si c'est important ?» Valérie expira brusquement. « D'accord, mais elle n'entre pas. » Le hall d'entrée seulement. Quelques minutes plus tard, Sandrine entra dans le petit hall de l'immeuble. Chloé se tenait là, trempée par la pluie, son mascara coulant, ses cheveux plaqués sur son visage. Elle ne ressemblait en rien à la femme sophistiquée qui posait autrefois aux côtés de Nicolas dans des restaurants chers et des halls d'hôtel. Elle avait l'air effrayée. « Sandrine, » souffla-t-elle. « Merci d'être venue. » Sandrine n'offrit pas de sourire. « Qu'est-ce que tu veux ?» Chloé se tordit les mains. « Je sais que tu me détestes et tu as raison, mais il faut que tu comprennes. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. » Sandrine garda une voix stable. « La liaison ou l'argent ?» Chloé tressaillit. « Les deux. Mais surtout l'argent. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit dossier, fin mais lourd de sous-entendus. Elle le tendit à Sandrine avec des mains tremblantes. « Ce sont des captures d'écran, des messages, des virements, tout ce que Nicolas m'a envoyé. J'ai gardé des copies parce qu'il avait promis qu'il te quitterait. Puis il ne l'a pas fait. Et quand j'ai essayé de partir, il a menacé de me couper les vivres sans me laisser déménager de l'appartement qu'il payait. » Sandrine sentit une vive piqûre de dégoût. « Tu t'attends à ce que je te plaigne ?» ?»« Non, » murmura Chloé. « Je m'attends à ce que tu comprennes pourquoi je fais ça maintenant. » Sandrine ouvrit le dossier. Transaction. Confirmation d'hôtel. Un email de Nicolas demandant à Chloé d'utiliser la carte de l'entreprise, personne ne vérifiera. Un mémo vocal de Nicolas disant « Ma femme n'a rien besoin de savoir. Elle ne sait jamais rien. » L'estomac de Sandrine se noua. « C'est audit, » dit doucement Chloé. « Ça va empirer. Il fouille dans tout, et son entreprise est impitoyable. S'il découvre qu'il a utilisé des fonds de l'entreprise à des fins personnelles, ils vont l'enterrer. » Sandrine déglutit difficilement. « Pourquoi m'apporter ça ? » ?»« Parce que j'ai besoin de protection, » avoua Chloé, la voix tremblante. « Et parce que Nicolas est en chute libre. Il me rejette la faute. Il te rejette la faute. Il rejette la faute sur tout le monde sauf sur lui-même. » Le souffle de Sandrine se coupa. Chloé se pencha en avant. « Tu dois faire attention. » Il ne réfléchit plus clairement. Il est en colère, désespéré, acculé. Le pouls de Sandrine s'accéléra. Valérie l'aurait sorti du hall si elle avait entendu ça. « Et encore une chose, » ajouta Chloé, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « La nuit où il a trouvé ta liste, il m'a dit quelque chose. Quelque chose qui m'a fait peur. » Le cœur de Sandrine battait la chamade. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Chloé hésita, puis expira, tremblante. « Il a dit que s'il ne peut pas avoir la vie qu'il a construite, alors personne d'autre ne mérite de garder la sienne. » Un frisson parcourut tout le corps de Sandrine. Chloé s'essuya les yeux. « Je suis désolé. Vraiment. Mais s'il te plaît, protège-toi et protège Léo. » Sandrine resta figée dans le hall longtemps après le départ de Chloé, la pluie résonnant encore doucement contre les portes vitrées. Parce qu'à ce moment-là, elle réalisa que ce n'était plus seulement une bataille pour la garde. Cela devenait quelque chose de bien plus dangereux. Sandrine pensait avoir vu le pire de Nicolas, son arrogance, sa manipulation, son insouciance avec le cœur des gens. Mais l'avertissement de Chloé résonnait dans son esprit comme un disque rayé, il a dit que s'il ne peut pas avoir la vie qu'il a construite, alors personne d'autre ne mérite de garder la sienne. Sandrine essaya de se concentrer sur le maintien d'une routine normale. Accompagner Léo à l'école, les séances de tutorat, les courses, mais un nœud se formait dans son estomac chaque fois que le téléphone vibrait ou qu'une ombre bougeait devant la fenêtre. Valérie l'exhorta à rester vigilante. Le docteur Dubois recommanda de limiter les contacts avec Nicolas jusqu'à ce que les choses se stabilisent, mais la stabilité était la seule chose que Nicolas avait toujours eu du mal à maintenir.
La tension atteignit un point de rupture lors d'un gala de charité organisé par l'école de Léo. Un petit événement comparé au cercle d'affaires de Nicolas, mais toujours élégant, toujours formel, toujours public. Valérie encouragea Sandrine à y aller. « Tu mérites des moments normaux », insista TL. « Et Léo adorera te voir là-bas. » Sandrine accepta. Elle portait une douce robe bleu marine, de simples boucles d'oreilles, et avait laissé ses cheveux détachés. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une lueur de paix alors qu'elle et Léo entraient dans la salle chaleureusement éclairée, décorée des œuvres d'art des enfants et de photos des événements scolaires. Mais la paix ne dura pas longtemps. Nicolas se présenta. Sandrine se figea en le voyant près de l'entrée, impeccablement habillé, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sa présence n'était pas seulement inattendue, elle était déconcertante. L'école ne l'avait pas invité à cet événement. Les visites étaient supervisées à des heures désignées uniquement. Valérie s'avança instantanément. « Il n'a rien à faire ici. » Nicolas leva les mains en signe de fausse innocence. « Je suis le père de Léo. J'ai tout à fait le droit d'assister au gala de l'école de mon fils. » Sandrine se raidit. « Nous nous sommes mis d'accord sur des limites. » « Non, » corrigea Nicolas, la voix froide. « Tu as fixé des limites. Je n'ai rien accepté. » Son ton avait une dureté qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Tranchant, cassant, dangereux. Léo l'aperçut et hésita. Le visage de l'enfant oscilla entre le désir et la peur, une expression qui brisa le cœur de Sandrine. Elle voulait le protéger de tout, même de la confusion de vouloir aimer quelqu'un qui ne cessait de le blesser. « Papa », dit doucement Léo. Nicolas s'accroupit avec un sourire étudié. « Salut, champion. Tu m'as manqué. » Sandrine se rapprocha. « Nicolas, ce n'est ni le moment ni l'endroit. » Mais Nicolas se leva, les yeux s'assombrissant. « Tu as fait de moi le méchant dans la vie de mon propre enfant. Tu as tout pris, Sandrine. Tout. » Les gens à proximité commencèrent à jeter des regards. Sandrine baissa la voix. « S'il te plaît, ne fais pas ça ici. » La mâchoire de Nicolas se serra. « Je suis venu parce que je tiens encore à vous. Parce que je refuse d'être effacé. Parce que, » il s'arrêta brusquement. Parce que le directeur, Monsieur Pierre, s'approcha. « Monsieur Lefebvre, dit-il poliment mais fermement. Nous ne vous attendions pas. En raison des arrangements de garde actuels, la participation doit être coordonnée. Je crains que nous devions vous demander de partir. » Les narines de Nicolas se dilatèrent. Sa façade soigneusement construite se fissura devant tout le monde. « Vous ne pouvez pas me bannir de la vie de mon fils, » lança-t-il. Léo se rapprocha de Sandrine, lui serrant la main. Sandrine déglutit. « Personne ne te bannit. Mais tu dois suivre les règles, Nicolas. Pour le bien de Léo. » La pièce était silencieuse. Nicolas regarda autour de lui Sandrine, Monsieur Pierre, les parents qui le regardaient avec un jugement silencieux, ses yeux brûlants d'humiliation. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il. Il se tourna brusquement et sortit de la salle, les épaules raides, la fureur irradiant de lui comme de la chaleur. Sandrine serra Léo contre elle. Mais au fond d'elle, une vérité glaçante s'installa. Nicolas n'était pas seulement en train de s'effondrer. Il commençait à perdre le contrôle d'une manière qui pourrait tous les blesser. La nuit suivant le gala de l'école semblait plus lourde que toutes celles que Sandrine avait connues depuis son départ. Léo s'endormit rapidement, épuisé par le choc émotionnel d'avoir vu son père apparaître à l'improviste. Valérie veilla tard dans le salon, travaillant avec un œil sur la porte comme si elle s'attendait à ce que le danger frappe à nouveau. Sandrine essaya de lire, de se distraire, mais les mots sur la page se brouillaient. Elle ne pouvait chasser le visage de Nicolas de son esprit. La fureur, l'humiliation, le regard sauvage dans ses yeux alors qu'il sifflait, ce n'est pas fini. Elle avait déjà vu Nicolas en colère, mais c'était différent. Ce n'était pas l'irritation d'un homme dérangé par sa femme. C'était la rage de quelqu'un qui voyait son monde soigneusement construit s'effondrer brique par brique. Vers minuit, alors que Sandrine sombrait dans un sommeil fragile, son téléphone vibra sur la table de chevet. Un message d'un numéro inconnu. Puis un autre, puis un autre. Valérie, entendant la vibration, frappa doucement et entra. « Qu'est-ce que c'est ?» Sandrine retourna l'écran avec des mains tremblantes. Des photos. Des dizaines.
Des photos de leur ancienne vie. Vacances en famille. Dîner. Nicolas tenant Léo à l'hôpital le jour de sa naissance. Des photos qu'il avait dû passer des heures à faire défiler, chacune envoyée l'une après l'autre comme des balles émotionnelles. Puis vint un mémo vocal. Valérie attrapa le téléphone. Ne fais pas ça. On ne sait pas ce que, mais il était trop tard. Sandrine avait déjà appuyé sur play. La voix de Nicolas se répandit dans la pièce, pâteuse, en colère, en pleine décomposition. Tu as tout gâché. Tu as pris mon fils, ma famille, et tu penses que tu peux passer à autre chose? Non. Non, Sandrine. Tu ne peux pas prétendre que le passé n'a pas existé. Je t'ai donné une vie, une maison, tout, et tu as tout jeté. L'expression de Valérie changea instantanément. Une inquiétude vive frôlant la peur. Il est ivre et il perd pied. Le mémo continua, plus sombre maintenant. Tu veux m'humilier? D'accord, mais ne pense pas que tu es en sécurité. Ne pense pas que les gens ne verront pas qui tu es vraiment. Tu m'as poussé. Tu as provoqué tout ça. Et j'en ai marre d'être celui qui perd. Le sang de Sandrine se glaça. Elle murmura, ce n'est pas lui. Mais même elle savait que ce n'était plus vrai. Valérie attrapa son manteau. Nous allons au commissariat de police. Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. Maintenant? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Que tu crains pour ta sécurité, dit fermement Valérie. Que tu as un enfant à protéger. Qu'il est instable, qu'il a violé les limites et qu'il montre des signes de volatilité émotionnelle. Sandrine, ce n'est pas une option. Mais avant qu'elle ne puisse partir, un autre message arriva. Une capture d'écran. Une carte. Un repère. Une localisation. Nicolas était dehors, juste devant l'immeuble. Le souffle de Sandrine se coupa, son cœur battant violemment. Valérie regarda à travers les stores. En bas, sur le trottoir, partiellement caché sous un lampadaire, se tenait Nicolas, immobile, fixant l'immeuble comme un fantôme ancré au béton. Sandrine attrapa Léo de son lit, le serrant contre elle, même dans son sommeil, son corps tremblant. Valérie composa instantanément le 17. N'ouvre pas la porte, murmura Valérie. Ne t'approche pas des fenêtres. Les sirènes se firent bientôt plus fortes, résonnant dans la rue. Nicolas ne courut pas, ne cria pas, ne bougea pas. Il resta là jusqu'à ce que la police s'approche et lui demande de quitter les lieux. Il obtempéra, mais pas avant de dire quelque chose tranquillement aux agents, quelque chose que Sandrine ne put entendre. Au moment où la voiture de police s'éloigna, Sandrine sentit ses genoux flancher, et Valérie la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Ce n'était plus seulement de la peur maintenant, c'était une prise de conscience. Nicolas avait franchi une ligne de non-retour. Et Sandrine comprit enfin que le danger n'était pas imminent. Il était déjà là. Le lendemain matin, Sandrine était assise au tribunal de grande instance, les paumes de ses mains pressées fermement l'une contre l'autre, leur ordonnant de ne pas trembler. Elle n'avait pas dormi. Valérie non plus, qui était assise à côté d'elle avec un regard protecteur, assez perçant pour fendre l'acier. Les événements de la nuit précédente, les messages, le mémo vocal, la vue de Nicolas debout devant leur immeuble se rejouaient dans son esprit comme une boucle qu'elle ne pouvait arrêter. Mais aujourd'hui, il n'était pas question de peur. Il était question de preuve. Nicolas entra dans la salle d'audience quelques instants plus tard, escorté par son avocat. Son apparence était saisissante. Il avait l'air plus âgé, plus mince, et secoué d'une manière qui fit même au juge lever un sourcil. La façade confiante de l'homme de la défense avait disparu. Son costume tombait mal. Sa cravate était de travers et ses yeux semblaient hagards de fatigue. Sandrine évita son regard. Le juge se racla la gorge. Nous sommes ici aujourd'hui pour traiter des préoccupations concernant le comportement récent de M. Nicolas Lefebvre et la demande de modification de l'accord de garde pour la sécurité de l'enfant. L'avocat de Nicolas se leva. Votre honneur, mon client a connu un moment de détresse émotionnelle la nuit dernière. Il n'avait aucune intention de causer du tort. Valérie intervint sèchement. Nous avons des preuves de ses intentions. Le juge fit un signe de tête du côté de Sandrine. Procédez. Valérie s'avança et remit une pile de documents soigneusement organisés. Capture d'écran de messages, journaux d'appel nocturnes,
et le mémo vocal que Nicolas avait laissé. Le juge écouta, casque sur les oreilles, le visage se contractant à chaque seconde. Quand elle eut terminé, elle retira lentement les écouteurs, délibérément. « Monsieur Lefebvre, c'est préoccupant. » Nicolas se leva brusquement. « Votre honneur, je ne la menaçais pas. J'essayais de parler à ma femme. » Ex-femme, corrigea silencieusement Sandrine. « Elle m'a quitté, » continua Nicolas, la voix brisée. « Elle a pris mon fils. Elle a détruit ma vie, et vous avez choisi de vous tenir devant sa maison à minuit après avoir envoyé des messages émotionnellement instables, » l'interrompit sèchement le juge. « Comprenez-vous comment cela apparaît ?» Nicolas ouvrit la bouche, la referma, puis murmura « Je voulais juste les voir. » Et Sandrine sentit une vive douleur dans sa poitrine. Pas de la sympathie, mais du chagrin. Le chagrin pour l'homme qu'il avait été. Ou peut-être pour l'homme qu'elle avait imaginé qu'il était. Le juge poursuivit, « Nous avons également un rapport d'incident des agents qui sont intervenus sur les lieux. Ils déclarent que vous avez refusé de partir jusqu'à ce que vous soyez escorté. » La mâchoire de Nicolas se serra. « Je n'étais pas dangereux. » Le juge le fixa d'un regard froid et inébranlable. Un enfant n'a pas besoin de violence physique pour être en danger. L'instabilité émotionnelle est suffisante. L'avocat de Nicolas lui chuchota quelque chose d'urgent, mais Nicolas n'écoutait plus. Ses yeux se posèrent enfin sur ceux de Sandrine. Il avait l'air dévasté, brisé, perdu. Et pour la première fois, Sandrine n'était pas attirée vers lui par la culpabilité ou le souvenir. Elle était stable. Elle était claire. Elle en avait fini. Le juge reprit la parole. Après examen des preuves, le tribunal ordonne ce qui suit, droit de visite supervisé uniquement, thérapie obligatoire pour M. Lefebvre et une ordonnance restrictive temporaire lui interdisant d'approcher la résidence de Madame Dubois en dehors des heures de visite désignées. Nicolas vacilla légèrement, comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Son avocat lui attrapa le bras pour le stabiliser. Puis vint le coup de grâce. De plus, ajouta le juge, compte tenu de l'enquête interne en cours dans l'entreprise de M. Lefebvre, le tribunal réexaminera la garde une fois que de plus amples informations seront disponibles. Les lèvres de Nicolas s'entr'ouvrirent. Mon travail n'a rien à voir avec ma capacité à être père. Il a tout à voir avec la stabilité, répliqua le juge. Sandrine inspira lentement. C'était ça. La conséquence que Nicolas n'avait jamais cru voir arriver. Alors que le juge levait la séance, Nicolas s'effondra sur son siège, les mains sur le visage. Sandrine se leva, se murmurant, « C'est pour Léo. C'est pour nous. » Valérie posa une main rassurante sur son dos. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, l'avocat de Nicolas appela, « Madame Dubois, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Sandrine se tourna lentement, le cœur battant à tout rompre. Et la révélation qui suivit allait changer une fois de plus tout le champ de bataille. Sandrine se figea sur le seuil de la salle d'audience alors que l'avocat de Nicolas s'approchait, serrant un mince dossier noir comme s'il était radioactif. Son expression ne trahissait aucune hostilité, seulement de l'effroi, le genre qui suggère que la vérité à l'intérieur de ces pages était plus lourde que quiconque n'était préparé à porter. Valérie s'avança immédiatement. « Si c'est une tactique pour intimider ma cliente, ce n'en est pas une, » l'interrompit doucement l'avocat. « C'est quelque chose que vous ignorez toutes les deux, et vous devez le savoir. » Le pouls de Sandrine s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est ?» Il hésita avant de lui tendre le dossier. « Nicolas m'a demandé de vous donner ça si les choses tournaient mal aujourd'hui. Il ne voulait pas que vous soyez prise au dépourvu. » Sandrine échangea un regard vif avec Valérie. Nicolas ne voulait pas qu'elle soit prise au dépourvu. Cela ne ressemblait pas à l'homme qui s'était tenu devant son immeuble à minuit, perdu, furieux, en pleine décomposition. Avec des doigts tremblants, Sandrine ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents en scan de lettres, relevés financiers, dossiers médicaux. Et puis elle le vit. Un diagnostic. Trouble dépressif majeur, symptômes sévères compatibles avec des schémas bipolaires émergents. Recommandations, médicaments, thérapie obligatoire, surveillance étroite. Le souffle de Sandrine se coupa. Valérie murmura, « Mon Dieu !» L'avocat déglutit. Nicolas est en difficulté depuis plus d'1 an. Il a refusé le traitement. Pensait qu'il pouvait s'en sortir par le travail. Pensait que ça le rendait faible.
Quand l'audit interne a commencé, tout a basculé. Sandrine se sentit prise de vertige. Il ne me l'a jamais dit. Il ne l'a dit à personne, dit l'avocat. Seul son médecin et son responsable RH étaient au courant. Il était terrifié que cela ruine sa carrière, alors il l'a caché, mal. L'esprit de Sandrine fut inondé. Les nuits tardives, les sautes d'humeur, les colères pour des broutilles, les disparitions pendant des heures, la liaison, la rage, l'effondrement. Elle avait tout attribué à l'égoïsme, à l'arrogance, à la trahison. Mais maintenant elle voyait autre chose superposée en dessous. Une fragilité. Une fragilité réelle, non traitée, dangereuse. Mais cela n'effaçait pas les dommages qu'il avait causés. Sandrine ferma le dossier. Pourquoi me donner ça maintenant? Parce que, dit doucement l'avocat, vous méritez de comprendre l'ensemble du tableau. Et parce que Nicolas est terrifié à l'idée de perdre son fils pour toujours. Il voulait que vous sachiez qu'il n'était pas seulement cruel. Les lèvres de Sandrine tremblèrent, non pas de sympathie, mais du choc émotionnel. La maladie mentale n'excuse pas ce qu'il a fait. Non, convainc l'avocat, mais elle en explique certaines parties. Et cela pourrait affecter la manière dont le tribunal gérera les futures décisions de garde. Valérie croisa fermement les bras. Sandrine ne lui doit rien. Ni compréhension, ni protection, ni travail émotionnel. Je ne demande pas de faveur, dit doucement l'avocat. Je demande une prise de conscience. Sandrine jeta un coup d'œil à Nicolas. Il était assis seul dans la salle d'audience, la tête baissée, les épaules secouées, non pas de colère, mais d'une défaite absolue. Il ne ressemblait en rien à l'homme sophistiqué qu'elle avait autrefois épousé. Il ressemblait à quelqu'un qui se noyait en silence dans son propre esprit. Et malgré tout, malgré la liaison, les mensonges, la manipulation, Sandrine ressentit une petite douleur. Pas pour leur mariage, pas pour l'homme qu'il avait été, mais pour Léo. Parce qu'un enfant ne devrait pas avoir à porter le poids de l'effondrement d'un parent. Sandrine inspira lentement, fermant le dossier. Que se passe-t-il maintenant? L'expression de l'avocat s'assombrit. L'entreprise a accéléré son enquête, et s'il porte plainte, Nicolas pourrait faire face à bien plus que la perte de son emploi. Sandrine sentit son monde basculer à nouveau. Et le pire, ajouta l'avocat. Valérie se raidit. Quoi encore? Nicolas est au courant. Il l'a appris ce matin et il est désespéré. Ce qui signifie, il regarda directement Sandrine. Cette situation est loin d'être terminée. Sandrine sentit un frisson lui parcourir l'échine, parce qu'un homme désespéré n'est pas seulement imprévisible. Il est dangereux d'une manière qu'aucune ordonnance du tribunal ne peut entièrement contenir. La prochaine audience de révision de la garde était prévue juste une semaine après que Sandrine eut reçu le dossier. Cela semblait incroyablement tôt, trop tôt pour que son cœur se stabilise, trop tôt pour que la poussière de tout ce qu'elle avait appris ne retombe. Mais le temps n'attendait pas la guérison, et les calendriers des tribunaux certainement pas non plus. Sandrine entra dans le tribunal, la petite main de Léo serrée dans la sienne. Valérie les escortait, féroce et stable. Nicolas était déjà à l'intérieur, assis seul à la table réservée à l'intimé. Ses épaules étaient voûtées, son visage pâle, ses cheveux en désordre. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours, et Sandrine savait que c'était probablement le cas. Lorsque l'audience commença, le juge passa en revue la décision précédente, la présence de Nicolas à la thérapie obligatoire, et les nouveaux documents soumis concernant l'enquête en cours de son entreprise. Nicolas leva à peine les yeux. Chaque mot semblait l'enfoncer davantage dans sa chaise. Puis le juge dit quelque chose qui coupa le souffle de Sandrine. J'ai examiné la demande du thérapeute de l'enfant, le docteur Dubois. Compte tenu des circonstances et avec le consentement des parents, j'autoriserai l'enfant mineur à participer à une brève déclaration supervisée en privé avec seulement moi-même, les avocats et le sténographe judiciaire présents. La poitrine de Sandrine se serra. Elle savait que cela pouvait arriver, mais l'entendre à voix haute fit s'emballer son pouls. Madame Dubois, dit doucement le juge, consentez-vous? Sandrine s'agenouilla à côté de Léo, lissant le col de sa chemise. N'aie pas peur, murmura-t-elle. Dis juste la vérité. Ce que tu ressens. Je suis juste là. Léo hocha la tête, les yeux grands ouverts mais courageux. Nicolas se leva, tremblant. Votre honneur, s'il vous plaît, ne lui faites pas faire ça.
C'est juste un enfant. Le juge le regarda, sévère mais calme. Et c'est exactement pour cela que sa voix compte. Un huissier accompagna Léo dans la pièce voisine. Sandrine sentit son cœur être emporté avec lui. Chaque instinct criait de le protéger, de l'abriter, de le préserver de la laideur que son père avait créée. Mais elle savait aussi que c'était sa chance d'être enfin entendue. Les minutes passèrent comme des heures. À l'intérieur de la chambre privée, Léo était assis sur une petite chaise, les pieds ballants. Le juge sourit chaleureusement. « Bonjour, Léo. Je veux juste que tu me dises comment tu te sens. Pas de bonne ou de mauvaise réponse. » « D'accord. » Léo hocha la tête. « D'accord. Aimes-tu passer du temps avec ta maman? » « Oui, dit-il doucement. »« Maman écoute. Maman ne se fâche pas contre moi. »« Et avec ton papa? » Léo hésita. Papa était amusant, avant. « Avant? » demanda doucement le juge. Léo fixa ses baskets. Il a changé. Il est différent. Il oublie des choses. Il crie parfois. Il dit à maman que c'est de sa faute quand il est triste. Le juge se pencha en avant. Te sens-tu en sécurité avec ton papa? Une longue pause. Les yeux de Léo se remplirent de larmes. J'ai peur. Pas parce qu'il me frappe. Il ne le fait jamais. Mais parce que je ne sais jamais si c'est papa content ou papa en colère. Et papa en colère, on dirait qu'il ne me voit pas. Le juge déglutit. Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Léo s'essuya le visage. Je veux qu'il aille mieux. Mais je veux vivre avec maman. Et pourquoi ça? Parce qu'il leva les yeux, la voix tremblante. Parce que maman, elle ne se casse pas quand elle est triste. Elle me voit toujours. Un silence plus lourd que le chagrin remplit la pièce. Quand Léo fut ramené, il courut vers Sandrine et la serra si fort qu'elle faillit pleurer devant tout le monde. Nicolas regardait, le visage tordu d'angoisse, de douleur, de culpabilité, et de quelque chose de plus profond, de presque méconnaissable. Le regret. Le juge conclut rapidement l'audience. Visite supervisée maintenue. Pas de nuit. Thérapie continue. Une audience de suivi prévue dans 8 semaines. Nicolas ne contesta pas. Il fixa simplement son fils, des larmes coulant silencieusement sur des joues autrefois trop fières pour plier. Sandrine le sut alors. C'était le moment où la vérité avait enfin été dite. Pas par elle, pas par Valérie, pas par des avocats, mais par l'enfant dont le cœur avait porté le poids de tout. Et cette vérité changerait la fin qu'aucun d'eux n'avait prévue. 8 semaines plus tard, le monde semblait différent. Plus calme, plus doux, comme si les angles vifs qui autrefois déchiraient les journées de Sandrine s'étaient enfin émoussés. Les matins à Lyon étaient devenus leur nouveau rythme. L'odeur de flocons d'avoine chaud. Le rire de Léo résonnant dans le petit appartement. La lumière du soleil se déversant sur la table de la cuisine où Sandrine corrigeait les devoirs de son nouveau poste de tutrice. La vie n'était pas parfaite, mais elle était paisible, et la paix était quelque chose qu'elle avait appris à chérir comme de l'or. Nicolas, pendant ce temps, s'était retiré dans une vie dépouillée de son vernis. Son entreprise avait conclu l'audit, et bien que les poursuites pénales aient été évitées, les dommages étaient irréversibles. Il démissionna discrètement, escorté hors du bâtiment qu'il avait autrefois dominé. Son appartement, autrefois symbole de statut, semblait caverneux maintenant, vide d'une manière que même lui ne pouvait nier. La thérapie était obligatoire, et il assistait à chaque séance, non par obligation, mais parce que l'alternative semblait trop sombre à affronter seul. Aujourd'hui, c'était l'audience de révision finale. Sandrine se tenait devant le tribunal avec Léo, lui tenant la main alors que le vent printanier leur caressait les cheveux. Valérie les rejoignit quelques instants plus tard, adressant à Sandrine un signe de tête rassurant. « Quoi qu'il arrive, tu as déjà regagné ta vie. » Sandrine sourit doucement. « Je crois que pour la première fois, j'y crois. » À l'intérieur, Nicolas était déjà assis. Il avait l'air en meilleure santé, toujours fatigué, mais plus clair, plus ancré. La thérapie avait adouci l'agitation frénétique qui le gouvernait autrefois. Quand il vit Sandrine et Léo entrer, il ne se leva pas, ne fit pas de signe, ne tendit pas la main. Il baissa simplement le regard en signe de respect silencieux. Le juge passa en revue les rapports. Le respect du traitement par Nicolas,
ses progrès, sa reconnaissance du tort causé, et l'évaluation du thérapeute selon laquelle son état se stabilisait mais nécessitait encore un suivi à long terme. Puis elle se tourna vers Sandrine. « Madame Dubois, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Sandrine serra la main de Léo. « Seulement que je veux ce qu'il y a de mieux pour notre fils, et cela inclut la stabilité, la sécurité émotionnelle et l'honnêteté. » Le juge hocha la tête. « Et vous, monsieur Lefebvre ?» Nicolas se leva lentement. Sa voix, quand elle vint, était stable mais fragile. « Je me suis perdu. J'ai blessé les personnes que j'aime le plus, et je sais que je ne peux pas demander le pardon. Mais j'essaie, non pas de retrouver mon ancienne vie, mais de devenir quelqu'un dont mon fils pourra un jour être fier. » Un silence s'installa dans la salle d'audience. Le juge inspira profondément. « Voici ma décision. La garde principale reste à Madame Dubois. Monsieur Lefebvre continuera les visites supervisées avec une progression graduelle si son thérapeute le juge approprié. Toute communication entre les parents se fera via une application de coparentalité structurée, et les deux parties assisteront à des sessions de résolution de conflits axés uniquement sur le bien-être de l'enfant. » Sandrine expira. Le soulagement l'envahit comme une pluie chaude. Nicolas hocha la tête, non pas en signe de défaite, mais d'acceptation tranquille. Pour la première fois, il ne luttait pas contre les conséquences. Il y faisait face. À l'extérieur de la salle d'audience, il s'approcha prudemment de Sandrine. « Merci, dit-il doucement. De l'avoir protégé quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. » Sandrine l'étudia, non pas avec colère, mais avec clarté. « Il ne s'agit plus de nous, Nicolas. Il s'agit de donner à Léo une enfance dont il n'aura pas besoin de se remettre. » Nicolas hocha la tête, les yeux brillants. « Je serai là à chaque fois, même si ce n'est que de petites manières. » Sandrine le crut. Pas aveuglément, pas entièrement, mais suffisamment pour avancer sans peur. Ce soir-là, de retour dans leur appartement douillet, Léo se blottit à côté d'elle sur le canapé. « Maman, murmura-t-il. Oui, mon chéri. On est en sécurité, maintenant ?» Sandrine passa son bras autour de lui, le serrant contre elle. « Oui, murmura-t-elle, embrassant ses cheveux. Nous sommes en sécurité, et nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. » Léo sourit, posant sa tête sur son épaule. Alors que les lumières de la ville brillaient au-delà de la fenêtre, Sandrine comprit enfin. Elle n'avait pas survécu à une tempête. Elle avait réécrit son avenir. Et dans ce moment calme et doré, elle sentit la vérité s'installer au plus profond de son cœur. Certaines fins ne sont pas du tout des fins. Ce sont des portes qui s'ouvrent enfin dans la bonne direction.